Eh ben, on va commencer. Je propose Florent en secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures pour prendre ce poste? Je vois pas, merci. Le quorum est atteint. Donc, on peut passer. D'abord, c'est le quorum et ensuite, c'est le secrétaire de séance. Alors, au niveau des pouvoirs, sont absents. J'ai vu Laurent Lebrun, représenté par Dominique. Dominique, tu as le pouvoir de Laurent? Ouais. Et Solène, qui m'a donné à moi son coup. Ouais, t'enlèves Laurent, t'enlèves donc, là, tu peux remettre qui est représenté par. Il y a d'autres qui parlent. Là, c'est bon. Le monde est là. Pendant que Florent finit de se noter, je peux mettre en secrétaire de séance. Voilà. Lors du jour qu'on a prévu, une délibération sur les modalités d'exercice du droit à la formation, une autre sur le budget des remontées mécaniques, une décision modificative, budget de la ville, une décision modificative aussi, les tarifs de la régie des services d'accueil, l'ALEC, la désignation d'un nouveau représentant, la désignation du correspondant défense et la demande d'application du régime forestier pour un certain nombre de parcelles forestières que nous avons acquises. En question diverses, on voulait évoquer avec vous la question du téléski du Grand Saumar et d'une demande qu'on a de la DGFiP concernant la taxe foncière. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de sujets à mettre à l'ordre du jour des questions diverses? Comme ça, de prime abord. La mairie, d'accord. Reconstruction de la mairie? C'est vrai. Ah, on peut le voir. Ok. C'est bon, pas d'autres sujets pour l'instant? On a aussi proposé un nouveau temps éventuel s'il y en a qui ont besoin, parce qu'on a eu des remontées allant dans ce sens. Donc, on fait le conseil municipal, on suit l'ordre du jour, on fait les questions diverses, toujours avec le public et filmé par la visio. Et à la fin des questions diverses, on clôt la séance, le public nous quitte. Et s'il y a des sujets qui veulent être évoqués sans qu'il y ait la visio et le public, on peut le faire aussi. Ça peut être des sujets autres que ceux des questions diverses ou des choses dans les questions diverses qui n'ont pas été suffisamment creusées ou s'il y a des gens qui voulaient s'exprimer sans être filmés ou entendus du public. Ça vous va comme fonctionnement? Ok. Je merci. Là, du coup, je rectifie. C'était toi, Pascal? Ouais. T'as pas signé? Non, c'est moi. Et Moi, ça, j'ai signé à ta place. Vous signez sur mon truc. je barre Sarah. Allez, hop. Normalement, c'est bon. Ok. Alors, on passe au premier point, qui est l'approbation du précédent compte-rendu du conseil municipal. Est-ce que vous avez pu en prendre connaissance? Est-ce que vous avez des observations? Je n'en vois pas, du coup, je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est bon? Voté à l'unanimité, merci. Et un petit peu de musique de la part de Bill. C'est la première délibération. Alors, ensuite, j'enchaîne sur le compte-rendu des décisions que le maire a prises en application de ses délégations. Donc, on en reparlera à la fin sur la reconstruction de la mairie, mais il y avait tout un morceau de l'eau qui n'avait pas été bien pris en compte dans la consultation, et notamment c'est tout ce qui est VRD, donc voirie et réseaux divers.
la manière dont on va aménager un peu tout autour de la mairie, les réseaux qui permettent de collecter l'eau pluviale, je crois l'assainissement aussi. Voilà, donc on va refaire une publication pour cette partie-là du marché. L'estimatif, il est autour de 40 000 euros, donc on aurait pu se passer de procédure, mais du coup, on considère que c'est quelque chose qui aurait dû être dans le gros marché et pour lequel il y avait une procédure qui avait été engagée. Donc, du coup, on republie ce petit marché, mais avec toute la procédure formalisée nécessaire au grand marché. Parce que sinon, on pourrait nous reprocher d'avoir saucissonné un peu le truc, sorti ça pour pas faire de la concurrence libre et entière. Voilà. Donc ça, le limite de dépôt des offres, il est au 3 juillet 2026. Les devis que j'ai signés, donc il y en a un premier qui concerne l'élargissement de la porte du local qui accueille la chaufferie du pôle école, là. Il y a eu tout un projet enfin, il y a un projet qui est en cours pour remplacer enfin, rajouter des ballons tampons sur cette chaufferie pour en améliorer son fonctionnement. Et donc, du coup, il passait pas dans la porte. Donc, on a un devis à 1740 pour élargir la porte et on a un devis ensuite à 3360 pour fabriquer une porte métallique qui permettra du coup de rentrer et sortir ces ballons. Pour Green Alp, j'ai signé un devis pour la rénovation de 5 points lumineux d'éclairage public qui n'apparaissaient pas dans notre inventaire initialement. Donc Green Alp a fait la rénovation des éclairages publics sur toute la commune, mais il y avait 5 points qui n'étaient pas répertoriés. Donc quand ils sont passés, ils ne les ont plus. On les a répertoriés avec les services techniques et du coup là, on signe une prestation complémentaire pour la rénovation et le passage en LED de ces points lumineux. C'est combien? 1914. Pour combien de points lumineux? 5. 5. C'est les mêmes prix que ce qui était dans la campagne globale de rénovation. Voilà, et un dernier devis auprès de la société Automéca-Pneus pour passer le contrôle technique de notre 4x4, un devis à 95 euros. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? C'est bon? Alors, je passe à la première délibération qui concerne les modalités d'exercice du droit à la formation des élus et la fixation des crédits correspondants. C'est un dossier qui a été travaillé par Solène, qui n'est pas là ce soir. Donc, je vais essayer quand même de vous redonner les grandes lignes. L'intention de cette délibération, c'est d'instituer le droit à la formation pour les élus et de fixer un budget annuel pour que vous puissiez y avoir droit. On reprécise que cette année, en 2026, l'État nous verse une dotation particulière à l'élu local, la DPEL, qui est d'un montant de 4 150. Et dans les préconisations de l'État, cette dotation, elle sert notamment à soutenir la formation des élus. Voilà, elle se permet aussi d'accompagner les élus, notamment lorsqu'il y a des besoins de garde d'enfants. Ça, on est en train de regarder si on peut essayer de le mettre en place, mais il faut passer par une société agréée, donc c'est un peu plus compliqué que du babysitting classique. Et elle permet aussi normalement de soutenir les évolutions des indemnités des élus qui ont été proposées par l'État. Donc on peut aussi prendre là-dedans si on souhaite augmenter les indemnités des élus. Il y a 4 150 euros qui sont fléchés là-dessus. Ils sont fongibles dans le budget, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les utiliser pour les actions que j'ai mentionnées, mais du coup, nous, on en flèche une partie aujourd'hui pour la formation des élus. Je passe les considérants. Donc, je crois que les possibilités sur la formation, c'est de fixer un montant par rapport au montant total des indemnités des élus. Ça peut aller de 2 à 20%, je crois. Nous, on propose de se baser sur le plus petit montant, c'est-à-dire 2%, et ça fait 1 428 euros pour cette année. Voilà. Si on n'utilise pas cet argent, il ne sera pas perdu, il restera dans les finances de la commune, on pourra réaffecter à autre chose. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on institue là. Les orientations de formation qui sont proposées, c'est la communication, les ressources humaines, l'enfance et le scolaire,
le lien avec les administrés, l'environnement, le droit et l'urbanisme, les marchés publics et la commande publique, les finances locales, l'administration et le statut et le rôle de l'élu. Alors voilà, les formations doivent être dispensées par des organismes agréés. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dispositif et donc sur la proposition qui va vous être faite de fixer à 2% du montant total des indemnités, les budgets, les crédits qu'on affecte à la formation des élus? C'est une dotation qui est annuelle tous les ans ou c'est juste à l'occasion d'une nouvelle élection? La fameuse dotation dont j'ai parlé au départ, là, la DPEL, je crois que c'est annuel. Je ne sais pas si... Je crois. C'est une bonne question. Je sais que c'est la première fois qu'on la touche. Attends, vous la touchez pas? Je ne sais pas si c'est annuel. Ah oui, mais vous l'avez touché à qui aussi? Oui. Ok. Donc, c'est plutôt quelque chose qui est ciblé sur les communes rurales, je crois. Je pense que c'est dans l'idée, je pense que ça doit être récurrent parce que c'est pour soutenir les indemnités et pour la formation et les frais de garde. S'il y a d'autres questions, prise de parole? Je n'en vois pas, donc je vais le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Unanimité. Est-ce que tu veux qu'on note, Pascal, ta remarque dans les débats sur la pérennité de la DPEL? Non? Ok. Eh bien, on continue. La deuxième délibération, donc c'est une décision modificative sur le budget des remontées mécaniques. On a commencé à regarder un petit peu plus près toutes les questions budgétaires de la commune et on s'est rendu compte qu'il y avait une partie des charges liées aux remontées mécaniques qui n'étaient pas affectées au budget des remontées mécaniques. Notamment, là, la première qu'on passe aujourd'hui, c'est l'électricité. Donc, l'électricité, elle était payée par le budget général, elle n'était pas refacturée aux remontées mécaniques et ça représente quand même 4 300 euros. Donc, nous, dans un souci de transparence et de sincérité budgétaire, on inscrit cette dépense clairement qui sera ensuite, du coup, facturée par le budget général au budget des remontées mécaniques afin qu'on puisse avoir une vision complète de ce qu'est ce budget. Je vous annonce aussi qu'on en passera sûrement une autre parce que pour l'instant, les heures passées par les services techniques sur la station de ski ne sont pas refacturées au budget des remontées mécaniques. Pourtant, on avait posé la question dans le dernier mandat et on vous disait que c'était le cas. Ça n'est pas le cas de ce que me disent les services aujourd'hui. Donc, il y aura encore à nouveau, dès qu'on en aura identifié un peu le montant, une décision modificative pour réintégrer ces coûts et avoir un budget remontée mécanique qui est le vrai reflet de ce que coûte la station pour la commune. Est-ce qu'il y a des prises de parole, des remarques ou des questions? Magali? Est-ce qu'on a une estimation de ce coût au niveau des agents des services techniques? Bah, pas encore. Pas d'enveloppe, une idée à peu près? Non. Non, Margot m'a dit que c'était sûrement pas énorme, mais elle n'a pas encore fait le compte et demandé au gars de pointer un peu les heures qui sont faites. C'était mis à une époque, et puis après, comme c'était des quelques heures par là, c'est pas tracé, donc ça a disparu. Combien tu dis? C'est quelques heures qui se baladent. Donc le problème, c'est qu'après, il faut que tu leur demandes de faire des bons en notant, tiens, ce matin, j'ai bossé pour Six, cet après-midi, j'ai bossé là, j'ai fait, c'est possible, hein, mais voilà, et après, à la fin, tu fais une comptabilité. De ce que je comprends, c'est un peu plus depuis que Guillaume a repris la station Oui. et travaille un peu plus dessus, donc Oui. ça devient un peu significatif. Et Non, mais c'est pas bête de le faire, hein, il n'y a pas de difficulté, simplement, c'est juste que après, dans la pratique, c'est avec une charge administrative. oui. Ouais, c'est annexe, et je me demandais, est-ce que ce travail est aussi fait pour le camping? Le camping des factures d'eau et Ça- d'électricité, je crois que c'est à Ça, c'est fait du coup. Et les heures Service aussi, technique. des services techniques, il faudra que je regarde. En tout cas, les C'est heures. fait de temps en temps, et le problème, c'est de rentrer dans un système à gestion très simple. Ce que je peux dire, c'est que le personnel qui est affecté au camping à 100%, lui, il est clairement sur le budget. Après, c'est vrai que s'il y a des personnes, des heures des services techniques qui sont mises en œuvre pour le camping, ça, je sais pas, mais je note. Il y en a pareil. Exemple, quand ils ont construit les pods, quoi, qu'ils ont
C'est les dingues. Oui, ou plus ça, mais ça dit. Ouais. Voilà, mais ça dit. Ça fait passer en investissement les Je pense que tu as Ouais, c'est le heures par Oui, mais par- le temps de travail des agents, théoriquement, en investissement. il est passé en investissement? Il est Oui, valorisé c'est ça. dans l'investissement. Pour ça, il faut Quand regarder c'est ce que travaux, ça passe en investissement. Ok. Mais Donc, on note quand même la tonte, par exemple, ça passe en investissement. je pense qu'il y a un Voilà. certain. Non, ça fait longtemps que ça. Pas quand c'est. Moi, c'est voilà, je pensais à la petite maintenance, aux petits travaux du quotidien. Ça, je pense que c'est pas chiffré. Peut-être que ça. Non, non, intéresse mais pas. C'est pas- Les gros travaux, effectivement, c'est envoyé en investissement. Tout ça, c'est bien en investissement. Tous les gros trucs. Après, le problème, c'est aller chasser le mec qui passe 1 heure là. Alors, Oui, non, mais si eux, ils disent que de manière générale, ils passent 2 heures par semaine au camping, on fait 2 heures par semaine, et puis du coup, on a quand même une vision plus exhaustive de ce qui se passe. C'est tout. Alexis, à un moment, tu voulais prendre la parole. Ouais, non, c'était juste, j'ai vu la somme de 4000 et des brouettes là sur l'électricité. Ouais. Il y a des sous-compteurs. Comment on tombe là-dessus? Je pense que oui, il y a des sous-compteurs ou des abonnements spécifiques pour tracer ces coûts. Ça paraît énorme par rapport à la durée d'exploitation, mais probablement qu'il y a des gros moteurs. Ok. Je regarderai aussi si les services m'ont transmis chiffres, c'est que c'est Ouais, mais fiable c'est, sur l'affectation. 1 kWh, c'est 10 et 15 centimes. Je sais pas combien il est chez la mairie. Donc ça veut dire que là, pour monter à 4500 euros, c'est un Ça fait tarif plein jaune, d'abonnements, c'est le frais fixe du tarif faut jaune. tirer, hein. Frais fixe Des du frais tarif d'abonnement, jaune. probablement. C'est l'abonnement en tarif jaune qui coûte cher. Tu payes de l'abonnement C'est pas la l'année. conso. Ah oui. Et on est obligé d'avoir un abonnement. Ah, parce qu'on est au-dessus de 63 kVA, c'est ça? Non, 36. 36 kVA. Est-ce que tu peux mettre Henriette Delerue et Alexis Bédouin? Question? Ouais, c'est pas grave si on Non, non, mais il l'a noté. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, prise de parole sur ce sujet? J'en vois pas, je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre cette délibération? S'il y a des La délibération, c'est quoi? c'est d'affecter 4 300 euros au budget des remontées mécaniques en section électricité. Du coup, on augmente virtuellement la subvention de la commune parce que il faut quand même combler cet achat en plus. Et il y aura une mécanique aussi, mais qu'on a décidé de faire après, puisqu'il y a plusieurs sujets à traiter sur le budget principal. Ce sera aussi de régulariser la subvention qu'on fait à ce budget remontée mécanique. Donc, je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est voté à l'unanimité. Merci. Alors là, c'est une délibération qui nous est demandée par la trésorerie pour une inscription, changement d'affectation d'une dépense, changement de chapitre. C'était des dépenses qui étaient au chapitre 021 et qui sont demandées à ce qu'on les inscrive au chapitre 040. Je n'ai pas toutes les subtilités de ce changement. Je vous lis. Suite au vote du budget primitif, les services de la préfecture ont relevé un déséquilibre entre les opérations d'ordre des chapitres 042 et 040. Le chapitre 042 qui correspond aux opérations d'ordre en recettes de fonctionnement, qui sont liées notamment aux travaux en régie réalisés par les services techniques, est inscrit au budget primitif pour un montant de 11 200 afin d'assurer l'équilibre des opérations d'ordre et la correcte retranscription des écritures comptables. Il convient de procéder à une inscription complémentaire de 11 200, donc le même montant, en dépenses d'investissement au chapitre 040. Par ailleurs, du coup, pour équilibrer la section d'investissement, il est procédé à une diminution des crédits de 11 200 aussi à l'article 21, immobilisation corporelle. Cette régularisation permet de garantir la cohérence des opérations d'ordre liées aux travaux en régie, consistant à transférer des dépenses de fonctionnement vers la section d'investissement, conformément aux règles comptables applicables, ainsi que de répondre aux observations formulées par les services de la préfecture. Ce que je comprends en fait, quand on réalise des travaux en régie, c'est en fonctionnement. Il faut ensuite qu'on écrive aussi le pendant en investissement pour pouvoir le En fait, comptabiliser. il faut le transférer sur l'investissement. Voilà. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des besoins de clarification sur ce point?
délib assez technique qui n'impacte pas notre budget, mais qui le remet dans le droit chemin. Je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des voix qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Pardon? Pas le droit chemin, le chemin tordu de l'ATP. Je m'attends un peu d'ATP. Est-ce qu'il y a des abstentions? Nul vote, unanimité. Merci. Alors, les tarifs de la régie service accueil. Avant, notre collectivité avec une régie de recettes qui s'appelait régie photocopie. Sauf que depuis l'évolution des différents services de l'accueil, on ne fait pas que des photocopies, mais on vend aussi des cartes postales, on vend des petits objets promotionnels. Donc là, le but, c'est de se remettre aussi dans le droit chemin tordu en votant les tarifs de tous les services qui sont vendus à l'accueil de la mairie. Donc, je ne vous fais pas la liste, hein. Il y a la gourde, le mug, la bouteille, le livre, voilà, les photocopies aussi, puisque ça reste là. Et la location du terrain de tennis, puisque de temps en temps, il y a des gens qui viennent demander 1 heure de tennis. On peut le faire au camping, on peut le faire à l'accueil de la mairie, ou on peut s'abonner auprès de la l'AEP Tennis. Mais du coup, on régularise tout ça en faisant une liste de tarifs qui est transmise à la trésorerie et qui nous permet ensuite d'encaisser dans cette régie toutes ces ventes. Il y a des questions sur ce point? Justement, ça fait combien? Pardon? Ça fait combien par an? Ah, je ne sais pas du tout. On fait pas. Toutes ces ventes. Je me demandais, toutes ces ventes, là, qu'est-ce que ça représente? C'est la politique. Et on faisait comment avant? Il n'y avait pas de tarif. Avant, on ne dit pas comment on le faisait parce que c'est des... Non, il y a toujours eu des tarifs. Là, c'est complète avec certains. Cette liste, elle est oui, des compléments ou des réaffectations de régie. Des nouveaux produits? Oui, il y avait des tarifs juste pour la photo. On est incapable de facturer sans tarif. Oui, C'est toujours voté. Bon. Donc, je retire ma question. Voilà, c'est toujours voté. Après, s'il y a une nouvelle gourde, il faut un tarif gourde. Et le conseil doit se prononcer sur le tarif gourde. C'est pour ça que tu as cette liste avec la Tout à fait. Mais c'est pas parce qu'il y a jamais toujours eu un tarif. Il y a eu des tarifs. C'était pas complet, on complète aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ces tarifs de gourde? Est-ce qu'il y a des abstentions? Attention, Nicolas Fertin, une remarque à prendre au PV peut-être? Il n'est pas acheteur. Je vous dis la gourde de Tétra qui est à 39 €. Voilà, c'est cher. C'est Comment a été fixé cette période? Ah oui, c'était fixé. Ils ont été fixés, je pense, par les achats qui sont faits et du coup, je sais pas, c'est des trucs promotionnels. Tarif Chartreuse Tourisme. Je pense, ouais. Chartreuse Tourisme, donc leur un tarif public. Je pense qu'on achète ces produits à Chartreuse Tourisme, mais on les revend ici. Donc, est-ce qu'il y a une petite marge qui est prise dessus ou pas? Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est des tarifs qui sont imposés par Chartreuse Tourisme. Ah bah, il y a un prix de base. Oui, un prix de base, mais après, peut-être que nous, Peut-être qu'on a margé un peu fort sur la gourde. la gourde, je vous laisse pas aller voir à l'accueil la gourde Tétra, c'est un produit de luxe. Ce sont de beaux cadeaux. Je mets aux voix, est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? J'en vois pas, unanimité, merci. Merci, on va être parfait pour ce sujet passionnant. Alors, délibération numéro 5, ALEC, désignation d'un nouveau représentant. Donc, le 22 avril, on avait décidé collectivement que Gilles Dabouffaut, donc moi-même, serait le représentant de la commune au sein de l'ALEC. Après cette délibération, j'ai été désigné représentant au sein de l'ALEC par la métropole et j'ai ensuite été désigné président au sein de l'ALEC. Et donc, il nous paraissait plus logique, dans un principe de bonne gouvernance et d'impartialité, que quelqu'un d'autre soit nommé à la commune par la commune à l'ALEC pour nous représenter au sein de ce qu'on appelle l'Assemblée spéciale. L'Assemblée spéciale, c'est la réunion de tous les représentants des petites communes de la métropole qui sont sous le giron de l'ALEC et qui bénéficient de ces services. Donc, je vous propose aujourd'hui de nommer Jean-Louis Munier. Je peux préciser que s'il y a d'autres candidatures, on peut les accepter et ensuite procéder à un vote. On va peut-être commencer par ça. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures au poste de représentant de l'ALEC? J'en vois pas.
Donc, je vous propose donc la candidature de Jean-Louis Munier pour représenter la commune au sein de la SPL ALEC et de son assemblée spéciale. Est-ce qu'il y a des voix contre? Ah, juste une question. Oui. Vous êtes tous les deux représentants de la commune? Et non, non, moi je ne le suis plus. Je l'étais. Moi, je suis le représentant de la métropole. Et il est président. Ah, t'es représentant pour la métro. De la métropole. Ok. Ouais. Et c'est Jean-Louis qui est représentant de la commune. D'autres questions? Je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Bravo Jean-Louis. Sûrement. On se repartit des choses. Alors, la délibération numéro 6, c'est la désignation du correspondant défense. Donc, on a reçu plusieurs courriers du ministère des Armées, je crois, qui nous demandent de désigner un correspondant défense dont les missions sont d'informer les citoyens sur la politique de défense de la France, de sensibiliser les jeunes générations aux enjeux de défense, d'assurer un rôle pédagogique autour du devoir de mémoire, de la reconnaissance et de la solidarité, de relayer les informations relatives aux questions de défense auprès du conseil municipal et des habitants, et d'orienter le cas échéant les administrés vers les organismes compétents en matière de carrière militaire, de volontariat et de réserve. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient intéressées pour prendre ce rôle de correspondant défense? Sinon, c'est moi qui vais le faire. Je n'en vois pas, donc je vous propose. Moi, je veux bien. Enfin, je ne me rends pas compte, mais pourquoi pas? Enfin, est-ce que c'est beaucoup? Je ne sais pas. C'est pas beaucoup, tu veux bien. Ouais, ça n'existait pas. Si, c'était moi qui étais avant. Ouais. Et après, c'est comme beaucoup de choses. Est-ce que tu peux l'investir? Il ne se passera jamais rien si tu es en contact avec le commandement, avec le 93e régiment d'artillerie, si tu vas là-bas, si quand il y a les 3 jours, tu vas avec tes enfants là-bas, si, enfin, c'est toi qui crée. C'est toi qui crée le business, quoi. Donc, il n'y a pas de demande particulière, mais après, c'est l'interlocuteur et Donc, tu vas être inscrit à des kilos Tu seras dans un listing. de lettres, trucs de bidule, donc tu ne prends pas grand-chose. Après, c'est juste la dynamique que tu mets pour recevoir les militaires, les accueillir, les prendre au camping, être avec eux, être là-bas quand il y a une cérémonie, voilà. Et ça te prenait beaucoup de temps? Enfin, c'était intéressant de t'y investir, mais C'est toujours pareil. C'est du rayonnement, c'est pour les enfants, c'est pour faire rentrer l'esprit de défense, c'est pour avoir des chasseurs alpins qui viennent en mort. Enfin, c'est tout un système qui en fait, fait vivre ou pas. Voilà. Faut aimer les GIGN, les colonels, ouais, ils se barrent du 93e. Bah, ça va. Amélie, est-ce que tu poursuis ta candidature? Mais Je rigole pas. Non, mais Si tu as envie de le faire, tu peux laisser sa place, mais sinon, je veux bien. non, mais c'est. Eh ben, allez, pas de souci. Moi, je m'étais mis un peu par défaut. Assurer un rôle pédagogique. Il y a des choses sympas, je pense. Je ne sais pas trop si j'aime les colonels encore, mais je n'en connais pas. Ils sont très sympas. Voilà. Ils sont, Alors, je voulais 2-3 Donc, ils sont très polis. voilà, il venait de désigner Madame Magali Richard. Informer les citoyens sur la politique de défense de la. J'ai plein de questions à poser. Bah, il y a des enjeux, il va falloir que je me forme. Mais heureusement, on a voté combien 1200? 1400. C'est large. Et oui, la défense ne rentrait pas dans les petites. Dans les PRST. Ouais, donc on change la délibération en ligne pour proposer la candidature de Magali. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres demandes ou candidatures? Est-ce que le poste suscite l'intérêt? Même un arc-en-ciel quand Magali devient correspondant défense. Est-ce que c'est un signe? Il se passe un truc, Magali, là, ce soir. Il se passe un truc. Je pense à ta collègue qui avec le 114 qui va se battre. Oui, c'est un peu pareil. Alors, je vous le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre la candidature de Magali au poste de correspondant défense? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bien, je la félicite puisque c'est un vote à l'unanimité. Bravo. Merci de votre confiance. Je passe à la 7e délibération.
porte-avions, quoi. Allez, donc là, ce qu'on propose de faire, c'est d'appliquer le régime forestier à un certain nombre de parcelles que nous avons acquis dernièrement. Vous savez que par opportunité, notamment quand c'est des parcelles qui sont à côté des nôtres, on achète, on préempte et on achète des parcelles forestières dans le but aussi de les regrouper et qu'elles soient moins morcelées. Donc c'est ce qu'on a fait depuis un certain temps sur la liste des parcelles que vous avez là. Il y en a 5. Au lieu-dit des Atu, sur le Molar, il y en a une aussi, à la Combérou. Et donc, leur appliquer formellement le régime forestier, c'est en gros, ça permet de garantir une gestion durable des espaces boisés publics par l'intervention de l'Office national des forêts. Donc, ça veut dire qu'on les met dans le giron de l'ONF et de toute sa charte de gestion de la forêt publique. Donc voilà, c'est une délibération de régularisation. On en passera sûrement plusieurs au cours du mandat. Là, il y a 5 parcelles qui sont concernées. Ça représente 2,8 hectares. Donc, c'est des parcelles qu'on a déjà achetées lors de précédentes délibérations. Et donc là, on fait uniquement, on les rentre dans le régime forestier. Est-ce qu'il y a des questions? Ça nous coûte quelque chose? Hein? Ça nous coûte quelque chose? Le rentrer dans le régime forestier, je ne pense pas. En tout cas, là, il n'y a rien comme budget. Je pense qu'après, dans ce que nous facture l'ONF à l'année, il y a une question qui est liée à la surface des forêts qui l'entretiennent. En tout cas, de manière générale, je crois que c'est plutôt bénéfique parce qu'on a du bois sur ces parcelles quand on les achète et on valorise ce bois via l'ONF, ce qui fait rentrer de l'argent. Et ça n'a rien à voir avec les labels boîte chartreuse ou PEFC, ou ça induit Non, la labellisation derrière? non, non. Je Ok, crois pas. c'est juste, on confie à l'ONF la gestion de ces parcelles. C'est ça que Exactement. Je crois que si on veut avoir des labels, après, il faut rentrer dans des processus de certification et faire venir des auditeurs qui vont nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, sur les gestion en long terme pour avoir le PEFC là, ou le FSC. Je crois qu'il y en a 2 qui existent en France. Voilà. Et là, on paye la cotise AOC. Pardon? Normalement, on paye la cotise AOC. Nos bois sont AOC. Ah, ok. D'accord. Les parcelles ici sont AOC? Sont dans l'AOC? En fait, c'est une cotisation. Il faut être dans le cahier des charges, des surfaces, des lieux, des bois, des bazars, et comme ça, c'est bon. On est dans le périmètre, etc. Après, il faut payer la cotise, quoi, c'est tout. On la verra passer, je sais pas quand. On la paye au CIBC? Ouais. Comité interprofessionnel bois de Chartreux? Ouais. C'est Serge, le patron. Serge Desbertreux, Oui, oui. Non, mais c'est bien de le savoir. J'étais à la réunion du comité il y a 2 semaines, D'accord. où il est question qu'on n'est plus l'AOC, mais qu'on passe sur un label IGP. Ouais. Mais ça se discute. Indication géographique protégée, c'est ça. Ils ont écrit un courrier à la ministre pour dire ce qu'ils pensaient de cette évolution et que c'était pas bénéfique pour notamment le bois de Chartreuse et le bois du Jura. Ils ont fait un courrier commun que j'ai soutenu entre guillemets, qui soit porté au ministre et que voilà. C'est une évolution qu'ils trouvent pas. C'est un truc administratif, hein. En fait, ils ont sorti le bois de l'agriculture. Ouais. Ils l'ont classé en industrie. Et à partir de là, dans l'industrie, on n'a pas de produit en accès. Il n'y a pas d'AOC. Donc, du coup, ils sont obligés de raccrocher. C'est de la pure administration sans intérêt, mais voilà l'impact débile, quoi. Alors, du coup, ça se traduit par un transfert comme ça. Donc, on a mis des sénateurs sur ce qui se passe. Ok. Les parcelles sont dans l'AOC bois de Chartreuse, mais pas de certification. Tu peux peut-être une certification PEFC ou FSC. Ça existe pour la certification en bois durable. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions sur le sujet? On met au voix. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Vote pour à l'unanimité, merci. Alors, on est arrivé au bout des délibérations. Il y avait 2 sujets qu'on avait mis à l'ordre du jour et on rajoute un, c'est la reconstruction de la mairie. C'est vrai qu'on pourrait le mettre de manière récurrente pour vous tenir informé de ce qui se passe. Le premier, sur le Grand Saumard,
Jean-Louis, est-ce que tu veux dire un peu où on en est ou est-ce que tu veux... Oui, je peux peut-être faire un résumé, enfin, tout le monde Ouais. connaît plus ou moins la situation, mais donc le Grand Saumar, ça fait 4 ans qu'il n'a pas fonctionné pour des tas de raisons, pour l'enneigement, puis aussi la complexité d'assurer le fonctionnement et aussi la sécurité de la piste. Alors, si on veut le faire marcher sur la saison 2026-2027, il y aurait une nécessité de faire des investissements sur une armoire électrique. Ça pose question. Après, il faut savoir que si durant 5 ans, il n'y a pas de fonctionnement sur un téléski, il y a une nécessité d'une remise à niveau de la sécurité, et des choses comme ça, qui coûtent cher. Et si on ne la fait pas, cette remise à niveau, ben dans les 3 ans, on a obligation de dépolluer le site, ce qui veut dire poser le câble, retirer tous les systèmes électriques là où il y a de la graisse. Alors, il y a deux questions qui se posent. Est-ce qu'on a envie d'investir sur quelque chose il y a peu de chances qu'on arrive à faire fonctionner? Et si on ne fait pas cet investissement, donc comment on envisage la dépollution? Alors, on en a discuté avec nos services techniques, hein, et en fait, l'aspect basique, on pourrait le faire par les services techniques aidés par des services qui sont... Bah, notamment la personne qui nous assiste Oui, sur la station, la RN Vidéo, qui s'appelle Nicolas Manteneau. Bref, l'entreprise comprend en prestation ponctuelle de temps en temps quand on a besoin. Lui, il est d'accord pour venir et notamment récupérer des pièces parce qu'il est en train de monter un site de formation à Saint-Pierre et ça l'intéresserait d'avoir des pièces pour pouvoir montrer des morceaux de câble, des choses comme ça. Et sinon, le reste, les services techniques, ils disent qu'ils savent comment faire pour démanteler la plus grosse partie des installations. Ce qui va rester, c'est les pylônes et les massifs en béton qui sont dans la montagne. donc en gros, ça revient à dire est-ce qu'on ferme et on démonte le Grand Saumar et quand? Oui, Il dit que s'il faut qu'on fasse des travaux, donc si je comprends bien, si on veut le garder ouvert, il faut l'année prochaine changer une armoire électrique. Oui, enfin, Ça, c'est entre pas ça. Là, tout de suite, à l'automne Ah, bah. prochain. Et ça a été chiffré? Ça a été- il nous disait 20 000 euros à peu près. D'accord. Non, peut-être pas 2 000, enfin, c'est pas. Non. Mais c'est pas négligeable, enfin, c'est quelques milliers d'euros. Oui, c'est pas Non, c'est pas, Bah, je j'ai pas mis pense pas, mais c'est pas négligeable. 1800 euros. Non, mais Maintenant, il y a un peu des travaux à faire. C'était plus que ça, Dominique. C'est l'armoire électrique, ou pas? Ouais, c'était plus que ça. Ouais, c'est pas- Moi, dans ma tête, c'était 20 000, mais ça peut être entre 10 et 20 000. enfin, c'est un investissement qui n'a pas. Oui, enfin, il faut qu'il y ait des ronds, de toute façon. Voilà. Question, est-ce qu'on y met des ronds? Et puis derrière, en fait, même si on fait cet investissement, parce qu'on se dit ça pourrait durer quand même quelques années, en fait, l'exploitation du Grand Saumar, elle nécessite qu'il y ait une personne en bas et une personne en haut, parce que quand on décroche la sécurité en haut, c'est le temps que la personne qui est en bas monte pour la remettre et redescendre, bah, ça fait en gros une demi-heure d'interruption de service, et donc c'est pas adapté. Il y a la question du damage aussi, et onéreux et qui est quand même assez engagé si on veut damer toute la piste. Voilà. Enfin, en tout cas, ceux qui font le damage aujourd'hui dans les services techniques, ils ne sont pas très à l'aise de faire ce damage. Je crois qu'il y a aussi la question du pisteur. La sécurité. Ouais, et la sécurité. Il faudrait qu'on ait un pisteur alpin qui puisse sécuriser cette piste au vu de sa complexité et de sa grandeur par rapport à ce qu'on réussit à faire aujourd'hui avec des pisteurs en fond sur le bas du domaine. Non, le pisteur, en fait, quand on ouvre le Grand Saumar, on a une convention avec la métropole qui met à disposition un pisteur de fond qui a la double compétence et qui fait le pisteur sur la piste. Ok. Et on paye pour ça. On paye le surplus de diplôme du pisteur. Mais Non, c'est que dalle, mais c'est comme ça que c'est organisé. Mais apparemment, de ce que nous disait Nicolas, c'était pas évident de sécuriser cette piste avec les compétences qu'on a aujourd'hui Ouais, c'est pas le plus simple. voilà, sur le domaine. Quoi. C'est
c'est une vraie discussion. Voilà. Ah oui, c'est pour ça que Après, il faut savoir que quand on dépollue, en fait, on récupère aussi des pièces. Et donc, si on décide de dépolluer le Grand Saumar, on va récupérer des pièces qui seront potentiellement réutilisables pour faire fonctionner les autres télescopes. Ça, c'est moi, je le dis pas comme ça, c'est les techniciens qui nous l'ont dit, hein. Moi, je crois les techniciens quand c'est leur goût. Enfin, quand c'est un truc où je suis pas compétent. Mais si tu as une compétence sur la façon dont fonctionne un téléski, il n'y a pas de problème. Oui. Tu disais, il n'a pas fonctionné depuis 2022. C'est la quatrième saison là qui fonctionne Et pas. si on prend un peu plus de délai, depuis 10 ans, parce qu'en fait, en 2022, il a fonctionné quoi, 2 jours? 3 jours? Je sais plus dire. Il y a une année où il a pu fonctionner, mais auparavant, on a une idée de l'utilisation, c'était quelques jours. C'était sur 21-22 normalement. La dernière fois il a dû tourner peut-être. C'était déjà pas grand-chose avant. Non, Dans nos souvenirs. c'est 15 jours, ouais, ça, Non, mais ce qui est vrai, c'est que la façon dont a été gérée la station a changé. Et les dernières années, il y a eu très peu de déficit parce que vous l'avez fait de manière très judicieuse dans l'équipe précédente. Mais ça a impliqué aussi qu'il n'y ait pas le même nombre de personnes sur le terrain et avec des compétences un peu en termes de nombre de personnes, c'était différent. Donc, ça explique aussi que pendant 4 ans, ça n'a pas fonctionné. L'enneigement n'a pas été extraordinaire, mais il y a aussi un choix d'investissement en termes de personnel, hein. Pour le faire tourner. Au niveau du personnel qu'il faut, aujourd'hui, le pisteur étant réglé, puisque c'est pisteur métropole, ce qu'il faut, c'est un perchman en bas et un perchman en haut. Oui. Donc, c'est pas du personnel technique. Enfin, pour ce qui est du personnel, oui, c'est du petit personnel. C'est Mais du personnel qui c'est pas ça n'est pas diplômé, enfin, qui n'a pas un engagement fort. mais s'il y a une panne, il faut bien que quelqu'un aille revenir. Quelqu'un regarde, mais c'est le perchman qui fait ça. perchman. C'est Donc, super. Quand il déraille, c'est le perchman qui fait ça. Non, mais comme Non, sur non, les petits. quand il faut réarmer. Après, quand il faut rebrancher le truc, bien sûr, là, c'est Nicolas ou Jean-Claude qui intervient, comme c'est le cas sur les autres téléskis. Et c'est pour ça qu'il s'arrête une demi-heure, et on l'a tous vu la dernière fois que ça a ouvert, hein, ça s'arrête 1 heure, 2 heures, parfois 3 heures. C'est le jeu, on le sait tous en venant. Le téléski du Grand Saumar, quand on l'ouvre, il n'est pas plus contraignant, à part cette idée d'avoir 2 perchemans. Mais ce n'est pas une fortune de perchemans. Après, c'est la question de tout l'argent. Et le damage, qu'est-ce que c'est ça rapporte? C'est ça le problème. Parce que si on était sûr que quand on ouvre le Grand Saumar, on est full compact, mais pas forcément cette certitude aujourd'hui, quoi. Bah, c'est que ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné, et puis on a du mal à prévenir les gens de quand ça ouvre parce qu'on n'a pas une vision énorme. Mais c'est sûr que les gens, quand ils arrivent et qu'il n'y a pas le Grand Saumar, c'est une déception quand même. Ça reste maintenant une petite station. Oui, et tout le monde l'attend toujours. En fait, c'est avant plus de l'année, par exemple. Oui. On a une baisse de fréquentation même sur les jours d'ouverture. Enfin, tout est comme ça un petit peu à la baisse. Donc, Les tarifs étaient revus parce qu'il n'y avait pas le Grand Saumar. Il y a un qui va dans ce sens-là. Donc Alors, après, il y avait ça l'attractivité ou pas du tout. Il y avait Pascal qui voulait prendre la parole. Bien sûr, je vais laisser. Non, juste, il faut qu'il y ait quelle quantité de neige pour qu'il puisse tourner sur toute la piste. Enfin, je veux dire, il faut. Ah bah, dès qu'on peut ouvrir la station, on peut ouvrir le Grand Saumar. Mais moi, je ne me rends pas compte, il faut que. C'est très pentu, les pistes, non? Donc, il faut quand même qu'il y ait un gros enneigement pour que ce soit. Si en plus le damage est complexe. Neige en haut. Donc c'est pas. En fait, si on ouvre le bas, statistiquement, on peut quasiment ouvrir le haut. Après, il y a le damage qui n'est pas forcément faisable, parce que c'est technique et parce qu'il n'y a pas assez de profondeur. Voilà. Il faudrait peut-être installer un treuil, tu vois. Mais Ils avaient Jusque-là, on ne fermait pas le haut. on n'a jamais fait. Oui, oui. On faisait que le bas. On faisait que jusqu'à La dernière fois, il a été ouvert. c'est pas la dernière. La transition, le chemin, quoi. La petite dernière. Faut refaire un peu des calculs. Nous, on a pris la décision de ne pas l'ouvrir ces 4 dernières années parce qu'il n'y avait pas de vision de se dire. Parce que le truc, c'est que si ce qui fait la rentabilité de la station, c'est notre capacité à ouvrir le 15 décembre avant les vacances de Noël et à passer les vacances de Noël. Quand on a ça, on prend du forfait année et ça tourne. Et c'est vrai que si un jour, si là, cette saison, on avait le 15 décembre 1 mètre de neige et tout le monde regarde le Grand Saumar arrêté, ça va être énervant, quoi.
C'est ça le truc. Donc en fait, c'est presque une décision à prendre quand on a la météo juste avant, parce que si on... Sauf que ça s'anticipe, les Oui, investissements. voilà. Pas le faire avec. Voilà. Ouais, l'armoire électrique, c'est pas non plus. Oui, mais on pourrait le faire. Enfin, signer le L'armoire électrique, Non, c'est sûr. et l'armoire électrique, si, ça se fait. Non, mais Ça se fait dans la- Alors, il y a Jean-Louis qui voulait reprendre la parole. On va essayer de faire tourner Nicolas ensuite. enfin, si vous voulez remettre en route le Grand Saumar, il y a une armoire électrique à mettre en place. Et après, il faut contrôler tout le système parce que ça fait 4 ans qu'il n'a Oui, pas oui. tourné. Donc, c'est aussi en termes de nombre de jours de personnes. C'est bon, Mais c'est difficile à estimer, mais c'est certainement plus d'une semaine de travail. Oui, et puis il y a les arbres, il y a... Oui, il faut passer nettoyer la les arbres, tout ça. Donc, il y a quand même il y a un choix à faire maintenant. Ok. Nicolas, tu voulais prendre? Il y a peut-être aussi un choix d'exploitation, puisque même quand il a fonctionné, c'était badamé en haut. Ce qui en fait limitait aussi l'usage classique. Le fait qu'il soit badamé fait qu'au bout de quelques jours, c'est plus difficile à skier, c'était plus réservé à soit à des très bons skieurs. La piste sur le haut était intéressante les jours où il venait de neiger, quoi. Et là, tout le monde y allait pour faire la descente de Poudreuse, mais au bout de 3 jours, c'était pas non plus conçu pour être une piste durable, ou alors il fallait vraiment être bon skieur. Et quand t'es en haut, tu peux prendre l'autre piste. Oui, mais l'autre, elle était pas damée, quoi. Enfin, c'est un choix aussi étrange de dire on n'aime pas, mais soit on fait tout, soit on fait. Je sais pas. Alexis? Sauf erreur, il me semble qu'il y a aussi de l'entretien de la piste en elle-même qui s'est pas mal embroussaillé. Pas besoin. Parce que quand il avait fait un ski d'endo, je m'étais dit que. Enfin, on voit que c'est plus bon, quoi. Ça va avec la question de l'enneigement que tu disais tout à l'heure, c'est que plus il y a un peu des pousses d'arbustes qui viennent, plus du coup il faut qu'il y ait une première couche de neige qui va un peu les coucher, ensuite une deuxième qui vient par-dessus et qu'on peut commencer à damer. Enfin, du coup, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que moins on l'entretient, plus elle est difficile aussi à ouvrir parce que on va aller couper des arbustes. Enfin, voilà. Effectivement, c'est quelque chose qui est un peu une sorte de boule de neige. Là, le moins on est dessus, moins on peut l'ouvrir. Yves? Quand on était en campagne, j'avais avancé l'idée d'en faire un site de ski de rando, enfin, qui est pratiqué, c'est sûr, hein, une école de ski de rando, un site, voilà. Et garder la piste enfin, travailler aussi sur le débroussaillement de la piste. On a des ressources dans le village sur faire une verticale de ski alpinisme. Ça fonctionnerait très bien. En événementiel, du coup. Mais on n'a pas besoin du Grand Saumar pour ça. Démonstration de matériel, enfin, Ski de rando, c'est une possibilité d'évolution de tout ça. garder le côté skiable sans remontée mécanique. Magali? Je ne vais rien apporter sur l'aspect technique, mais en réunion de démocratie locale, il a été proposé de faire un groupe de travail sur une consultation citoyenne, sur la durée du mandat, sur les activités 4-6 ans. Et on a parlé de ce premier sujet qui pourrait être l'objet d'une discussion. Donc là, c'est encore le début du groupe de travail, donc j'ai rien de concret à dire, mais voilà, il y a des gens qui réfléchissent à comment on pourrait prendre une décision en discussion avec les habitants sur ce sujet, et puis en concertation aussi avec le pôle de Jean-Louis. Mais on dispose, pardon, de combien de temps pour prendre une décision? Ben, en fait, là, il y a eu 4 ans. Donc, si l'année prochaine, le Grand Saumar ne tourne pas, donc sur la saison d'hiver 26-27, on rentrera dans une autre logique qui sera une sorte de grande révision et un truc plus compliqué pour le remettre en route. Et ça veut dire qu'on a jusque décembre, Donc, cette année? c'est-à-dire qu'on a jusqu'à, en gros, la rentrée pour se dire est-ce qu'on a envie d'investir les quelques milliers d'euros à définir plus précisément qu'il faut pour qu'ils retournent, ou est-ce qu'on considère que ça, on ne fait pas et que du coup, on part déjà dans la logique de programmer son démantèlement sur plusieurs années, quoi, et de le budgéter et de. Et la concertation, elle est complètement dans le programme qu'on a proposé, il me semble. Maintenant, est-ce qu'on a le temps pour le Grand Saumar faire une concertation avant en octobre? Là, on a réfléchi à l'idée d'avoir une réunion en septembre. Ça parle juste après, mais c'est vraiment, on en a parlé hier en réunion du pôle A, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait cette urgence et il faut que le groupe de travail se concerte et Solène, elle va mener un peu ça en concertation avec Jean-Louis pour voir la temporalité.
Donc peut-être que ça va pas marcher, le timing sera pas bon, mais en tout cas, l'idée, c'est d'essayer de lancer quelque chose, quoi, avec les moyens qu'on aura. Oui. Le timing, c'est nous qui allons le définir. Donc, mais si on veut faire une concertation là-dessus, c'est effectivement en septembre, fin septembre, pas plus tard pratiquement. Après, pour l'aspect technique, en fait, moi, je suis pas très compétent sur le détail, mais par contre, Guillaume, chef d'exploitation, est prêt à, si on fait une réunion publique, à présenter les éléments techniques tels qu'il, lui, il les a en main. Je pense que c'est avoir une base d'explicatifs sur lesquels on peut bien fixer. Ce qu'on s'est dit, Vas-y. ce qu'on s'est dit hier, c'est que si on fait une réunion en septembre, on sera pas armé techniquement pour faire une grande consultation avec tout ce qu'on peut imaginer qui va avec, mais ça peut être une première réunion, en fait, qui est pragmatique et qui commence à discuter. Oui, non, et c'est ça que je voulais rappeler, de dire qu'effectivement, on s'est engagé sur la campagne à faire une concertation sur l'avenir 4 saisons du village. Et je pense qu'il faut bien qu'on ait en tête que c'est pas ça qu'on prévoit de faire en septembre. Parce qu'on fera peut-être une baby consultation, short truc, enfin, à voir, mais en tout cas, on n'est pas en capacité d'organiser ça pour le timing qui nous est donné là. Enfin, moi, tel que je l'avais imaginé, cette concertation, c'était quelque chose qui se menait sur le long cours au cours du mandat. Et donc, voilà. Est-ce que ouais, vas-y. Non, et je voulais rajouter un deuxième truc qui est un plus, pour revenir sur les aspects techniques, qui n'a pas été évoqué, il me semble. C'est de rappeler qu'on paye des locations aux propriétaires des zones skiables. Il me semble, des montants qui sont non négligeables. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi rentrer dans la balance. Alors après, c'est sûr que si on transforme en ski de rando, ben, Faudra continuer à aller. tout se questionne, quoi. Ouais, je sais pas. Mais comment on n'en a pas parlé? Est-ce que vous pensez que le processus de commission de concertation là, pourrait nous, en septembre ou en octobre, nous donner les éléments pour acter ce sujet-là du Grand Sommar, ou est-ce qu'il faut que nous, on se décide en conseil municipal sur ce sujet parce qu'on n'aura pas complètement abouti avec la concertation? C'est un peu la question que j'ai là. Et parce qu'on s'est dit hier en réunion de pôle, donc à 3, voilà, c'était que ça nous semblait faisable. De se dire, on lance une réunion en septembre. Avec ce sujet-là en priorité. Et comme il y a un groupe de travail qui est constitué, donc il y a 400 personnes qui étaient motivées pour travailler là-dessus. Il y a mon été, mais ça laisse quand même 2 mois pour réfléchir à ça. Okay. On s'est dit que c'était faisable, mais à confirmer, quoi. Tu es d'accord avec le... Oui, mais ce qui n'a pas été trop réfléchi, c'est quel est le mandat qui est donné à cette réunion publique, mini-concertation, je ne sais pas quoi, parce que du coup, jusque-là, on a acté que les commissions n'étaient pas décisionnaires. Et donc là, s'il y a eu une réunion publique qui est organisée, qu'il y a des animations qui sont mises en place pour prendre le pouls, comprendre un peu les choses, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on attend de ces gens. La commission fait une proposition au conseil municipal, un avis, propose quelque chose, et nous, on s'en saisit, et ensuite, on décide collectivement au sein du conseil municipal, si on suit cet avis, on va à son encontre. Donc, c'est un éclairage qui est demandé lors de cet événement. Peut-être des propositions. Et des propositions. L'éclairage qui est aussi le reflet de différents points de vue ressentis de gens du village aussi. Peut-être. Des points à prendre en compte et puis des propositions aussi, c'est possible. Ouais. Donc, on se dit qu'on se laisse jusqu'à au conseil d'octobre. On vise au conseil d'octobre de reprendre une délibération sur ce sujet pour acter ce fait. Est-ce que du coup, on engage des travaux pour le maintenir et le refaire partir une année, ce qui relancerait un peu le Grand Sommar pour je ne sais pas combien de temps, ou est-ce que on décide de stopper maintenant et de plutôt se lancer dans le démantèlement? Ça veut dire qu'on réserve des crédits potentiellement au cas où? Ben, ça fera partie, je pense, de la réflexion du groupe de travail, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait ça dans le cadre du budget des remontées mécaniques, en fait.
En fait, il y a plein d'options. Il y a des options qui sont intermédiaires, c'est-à-dire qu'on prépare et on ne fait pas tourner. Et là, on Et là, on repart pour 5 ans, mais on fait tourner. C'est tourné 2 fois, quoi. Ouais, on fait tourner 2 fois pour ça, pour se faire plaisir, mais le truc, c'est qu'il faut projeter le fait que le démantèlement, c'est pas gratuit. Ouais. Et qu'en fait, en faisant ça, peut-être qu'on mobilise de l'argent qui aurait pu être intéressant pour faire autre chose. Alors que là, on va juste faire de l'argent qui casse une machine et qui va prendre un paquet de temps, parce qu'à la fin, il y a les pylônes à travers. Oui, oui, c'est ça. Et tôt ou tard, là, on le fait. De démonter les pylônes, en fait, Oui, c'est quelque chose qu'il faudrait budgétiser, en fait. Et donc, la question, c'est sur quelle période de temps on envisage de budgétiser ça? C'est un investissement, le démantèlement. et la balance que je suis en train d'expliquer, c'est pas que ça, c'est de dire que l'argent qu'on va mettre dans le démantèlement, on peut faire le choix de le mettre dans le développement. On neige en bas, par exemple, pas de faire des choses en bas, quoi. Plutôt que de démonter un truc qui finalement gêne pas tant que ça. n'était pas obligé de démonter. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Dans les je dis pas que c'est la bonne solution, hein. Je dis juste qu'il y a la solution en bas. En fait. On démonte. Et quand on met le doigt dans un truc où petit à petit, il faudra dépenser des ronds, les câbles, etc. Voilà. La deuxième solution, c'est celle que je viens d'expliquer. La troisième, effectivement, c'est de le faire tourner. Mais... Et Jean-Louis, les 5 000 euros de l'armoire, ou les 10 000 ou les 20 000, je ne sais pas, de l'armoire électrique, étant donné qu'il n'a pas marché depuis 4 ans, est-ce qu'une fois qu'on aura remis le courant, on est certain qu'il fonctionne? Il y a de la maintenance à faire. Il y a 25 000 euros de coûts supplémentaires. Il n'est pas ça. Moi, ça m'inquiète un peu. Il y a la grande visite, je ne sais pas quand elle arrive, la Un équipement qui n'a pas fonctionné depuis 5 ans, on va remettre le courant. Parce que là, il faut regarder la grande visite, je ne sais plus quand elle tombe. Tous les X, les 20 ans, il y a un truc qui arrive à faire. Il y a des radios. Indispensable. Donc, moi, ce que j'ai noté je reprends mon compte rendu de réunion là, que j'ai fait avec Rémi Desvola et Jean-Louis, c'était problème sur les armoires électriques, 15 à 20 000 euros. C'est c'est le gars qui s'occupe de ça qui m'a donné ce montant. C'est pas un truc que j'ai halluciné. Ouais, non, mais Et c'est un investissement. C'est là, c'est définitivement là où on peut éventuellement dire ces 15 à 20 000 euros pourraient resservir sur d'autres des remontées mécaniques si jamais on a la grosse. c'est pas les mêmes puissances. C'est ça. Bah, je pense pas. C'est 15 à 20 000 euros. Tu as pas mal de main-d'œuvre. Il y a la main-d'œuvre aussi. Ouais, t'as pas mal de main. Ça, c'est un élément qui sera important à prendre en compte pour la consultation quand même. Oui, bien sûr. Entre 2008 et Ah, 2012, c'est quand même pas le même montant. Bon, du coup, on se dit qu'on laisse la concertation faire son travail jusqu'à septembre. On reparle du sujet probablement en septembre, mais qu'en octobre, il faut qu'on soit en capacité de se dire est-ce qu'on relance le Grand Sobar ou est-ce qu'on l'arrête? Ou qu'il y ait une autre option intermédiaire, peut-être, mais Yves. Je trouve ça court de lancer une concertation en septembre pour acter ça en octobre. Moi, c'est très court pour un sujet qui traîne depuis des années. C'est qu'on est obligé de prendre. En fait, moi, ma question, Nicolas et Dominique, ma question, c'est est-ce qu'on passe par ce groupe de travail et cette concertation? Donc, est-ce qu'on a le temps de le faire correctement, sachant qu'en octobre, il faut qu'on prenne la décision? Parce que si on ne prend pas de décision et qu'on fait traîner, ce sera la dernière année, ce sera la 5e année de non-utilisation. Donc la décision, elle tombe implicitement. Donc la décision, Implicitement, ça se trouve. elle tombera implicitement. Oui, Soit novembre ou décembre, c'est trop tard. Je sais pas. Pour faire des travaux sous la neige, ça va être compliqué. voilà, faire des travaux, commander le matériel. Oui, par rapport l'idéal, c'est qu'en septembre, on arrive à avoir au moins 2 devis de cette armoire, de cette remise en route, avec un engagement de résultat de 2 sociétés pour se faire une idée combien ça coûte réellement avec mise en concurrence. Et là, on pourra se poser la question. Devis armoire au moins pour septembre, je pense, le devis. Ouais, Ça, c'est des éléments. C'est intéressant d'avoir c'est ça en amont de la oui, consultation exactement. après. Consultation. Je ne vois pas comment on va trouver une entreprise qui peut s'engager sur des résultats, mais l'espérer. Un état des lieux de la piste.
Ok. Je note ça. Ça déduit la piste, si c'est pas ce qu'il y a. Oui, attendez, il y a Magali qui veut parler. Le groupe de travail sur la consultation, il se réunit vendredi prochain, de la semaine prochaine, 26 juin. Ouais. Donc, il n'y a personne qui est présent ici qui est dans le groupe de travail, mais on pourra les inviter à, comme c'est enregistré, à regarder nos échanges et à travailler à partir de ça. Ouais. Et peut-être leur demander de nous dire rapidement si ils sont OK ou pas pour organiser une réunion en septembre. Comme ça nous oriente, si ça vous va, pour avancer sur le sujet. Et parallèlement, on demande de toute façon les devis pour avoir des éléments financiers. Et nous, soit la concertation vous aide à prendre une décision au Conseil d'octobre, soit elle n'a pas réussi à aboutir ou elle n'a pas été suffisamment loin. Et de toute façon, il faudra qu'on prenne une décision en octobre. Vous êtes d'accord pour Oui. ce schéma? Et je vois qu'il y a Margot aussi dans le groupe de travail. Donc, Margot, elle nous écoute là, normalement ce soir, donc elle sera au courant. Ok. Et dans tous les cas, on sera content d'avoir les devis, Oui. même si on prend la décision conseil municipal. Oui, c'est une bonne chose d'avoir ça. Ok. Le deuxième point que je voulais discuter en questions diverses, on a une sollicitation de la DGFiP, donc des finances publiques, pour mettre à jour les éléments de confort concernant la taxe foncière. Donc, je vous lis un petit peu les explications. La DGFiP propose aux collectivités la mise en œuvre d'une opération de fiabilisation des évaluations des locaux d'habitation. L'objectif poursuivi, en plus d'une meilleure équité fiscale, c'est d'améliorer le service rendu aux collectivités en matière de fiabilisation des bases fiscales et d'harmoniser les pratiques. Des travaux similaires ayant déjà été entrepris avec certaines communes. Cette opération de fiabilisation n'est pas la première. En 2019, il y en avait déjà eu une. La mise à jour vise à corriger les évaluations foncières des locaux d'habitation pour lesquels il manque des éléments de confort jugés essentiels aujourd'hui. Grosso modo, de ce que je comprends, c'est qu'il y a pas mal de maisons qui doivent être anciennes, dans lesquelles ne sont pas déclarées des toilettes, ou souvent c'est ça, ou des salles de bain. Et donc là, il y a une campagne un peu nationale de remise à niveau de ces habitations. J'ai reçu un courrier. Tu as reçu un courrier? Oui, je ne suis pas encore allée sur le site. D'accord. D'ailleurs, je suis en retard. Eh Nous, on ben, a reçu un courrier pour mettre à jour. Ok. Mettre à jour. Alors là, du coup, c'est quelque chose Les éléments de notre qu'on ferait de manière automatique si on dit qu'on est OK. C'est-à-dire que si on dit que c'est OK, la DGFiP prend tous ceux qu'ils ont répertoriés, leur monte d'un niveau de confort ou deux, je ne sais pas précisément, c'est pas précisé. En tout cas, ça concerne 69 habitations au SAPE. Ce qui n'est pas neutre sur le nombre de. Il y a combien de maisons au SAPE? 500, 400, 400. Ouais. Donc c'est quand même pas complètement neutre. L'augmentation moyenne de taxe foncière que ça fait par local, c'est 64 euros. Du coup, ça fait une augmentation de la taxe foncière annuelle de 64 euros pour 70 maisons, je pense. Et donc, le produit de taxe foncière communale supplémentaire, c'est 3 600 euros. C'est bien vendu, c'est bien marqué. Et si on dit Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La mise en œuvre de cette opération est subordonnée à un accord explicite et formalisé de chaque commune. Sans formalisation avant le 1er septembre 2026, aucun traitement ne sera mis en œuvre au titre de la taxe foncière. Donc, si on dit rien, il ne se passe rien. Ils ne le font pas. Si on se manifeste, ils le mettent en œuvre. politiquement, c'est logique. Après, Je veux dire, voilà, vas-y Pascal. maintenant, mais je trouve que c'est normal que les maisons soient déclarées conformément à ce que. Au confort dont elle Ah oui, dispose. il y en a bien qui payent pour leur confort. Je ne sais pas pourquoi tous ceux qui l'ont éventuellement pas déclaré ou parce que c'est très ancien et ça n'a jamais été remis à jour, je ne sais pas pourquoi ils ne seraient pas fait aussi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres ouais, allez. Ouais, mais je suis d'accord, c'est vraiment une histoire d'équité en fait. Il y en a probablement parmi nous qui payent déjà leur salle de bain et leurs toilettes comme ils doivent les payer. C'est logique qu'on soit tous sur le. En tout cas, moi, je ne me suis jamais posé la question de savoir si mes toilettes et ma salle de bain étaient bien déclarées. Alors, peut-être que je fais partie de cela, j'en sais rien, mais Tu as déposé un CERFA auprès des impôts.
pour dire si tu avais une salle de bain. Oui, je sais le faire quand j'ai acheté, je Si. sais pas. Donc, Oui, Quand on l'achète, on ne le fait pas, si. Quand tu achètes un bien, tu le remets mais là, pas. c'était nouveau. non, c'était pas nouveau, j'ai acheté. Il y a eu un PC. C'est une maison relativement récente en fait. Donc s'il y a eu des Non, travaux non, non, de fait, c'est une rénovation, mais oui, il y a mais eu un il y a eu des PC. travaux de fait. Il y a eu un PC. C'est un permis de Il y a eu un construire. permis qui a été déclaré. Enfin, Il y il y a eu avait un déjà PC. des toilettes et des salles de bain dans ce que j'ai acheté. Ah oui, ils Qui achetaient me l'appart ressourcent, des Je les ai refait, simplement. Bon, le tout, c'est pas de regarder les situations individuelles. Oui, C'est pas- Ça éclaire un peu le débat. Moi, je considère aussi qu'il y a une question d'équité vis-à-vis de l'impôt qui est à soutenir dans cette démarche. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des avis là-dessus? C'est pas une En tout cas, délibération. il y a peu de chances qu'il y ait des gens qui soient redressés à tort parce qu'ils n'ont ni salle de bain ni toilette. Oui. On peut se dire ça. C'est ce qu'on pense. J'ai pas la liste. Il n'y a pas de liste dans ce qu'ils proposent là. C'est juste quelque chose de général et d'un peu statistique qu'ils ont fait. Donc, s'il y a une erreur, est-ce qu'il y a des recours possibles? Oui, je Mais- pense. Généralement, oui. Peut-être que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut communiquer là-dessus. Faut Faut dire communiquer dessus. qu'il va y avoir une réévaluation en cours et que. Bon, statistiquement, les gens qui ont 2 salles de bain, ils ont déclaré 0. Quand on va leur en coller une, ils ne vont pas faire beaucoup. Voilà. Mais on ne sait jamais s'il y a une erreur, s'il y a quelque chose. Après. Mais Gilda, pour comprendre, légalement, la commune peut s'opposer à la légalité devant l'impôt. Bah, en fait, c'est la démarche qu'a choisie le gouvernement et le Trésor public pour mettre en œuvre ça. Ils auraient pu dire on régularise tout le monde parce qu'on considère que ça. Ils l'ont pas fait. Ils disent on vous propose ça. Si vous nous dites rien, on ne le met pas en œuvre. Si vous nous dites OK, on le met en œuvre. Je pense qu'on peut s'opposer au traitement automatique. En fait. Attendez, parce qu'on n'entend pas si réponse. Alexis. Je pense qu'on peut s'opposer au traitement automatique, c'est-à-dire que là, c'est un traitement automatique qui est réalisé. Et du coup, si on s'oppose au traitement automatique, ça veut dire qu'il faudrait traiter cas par cas. Et c'est probablement seulement là-dessus qu'ils ont les prérogatives sans l'accord donné. Est-ce qu'il y a d'autres. Tu voulais ajouter quelque chose, Florian? Non, mais c'était juste parce qu'en fait, ils imaginent que nous, on a une connaissance du logement qui nous casse la gueule. Et qu'on pourrait dire, mais non, on sait que, je sais pas, on a 10 logements qui sont non raccordés à l'eau, non raccordés à l'électricité, parce que c'est la cabane, parce que, voilà, c'est pour ces cas-là. Et j'ai pas la Vous liste. les avez. Non, mais ils en donneraient pas, c'est pour ça. C'est ça que je veux dire, on sait que c'est 69 habitations, mais il n'y a aucune liste en fait. Si tu avais Alors que des fois, la je vois valeur qu'il y a des là-dedans, non, là, il n'apprendissait pas, je l'ai demandé, moi, pour qui. D'accord. Il pas, c'est vraiment un traitement. Mais il y a d'autres cas dans lesquels ils nous proposent des réévaluations de station foncière et dans lesquels il y a des listes. Oui, Ça, chaque c'est année, quand c'est les chaque travaux année, c'est qui ont les été indices de déclarés. confort. Là. Oui. Mais là, ça ne l'est pas. C'est C'est les 69, par exemple. Ça fait des années qu'on. donc de locaux concernés, 69. Et c'est une moyenne pour 65 euros. Il va peut-être y avoir. C'est la moyenne et la médiane, c'est 50. C'est-à-dire qu'il y a 50, C'est pas si énorme que ça. la moitié des 69 vont payer plus de 50. Et ça veut dire qu'il y en a peut-être qui vont prendre 100 euros de plus de taxes foncières. C'est probable. C'est vraiment Et dans notre, si la moitié qui nous paieront, seront 30 ou 20, ça on n'en peut-être même pas. Ah oui. Quelle est votre position? On ne doit pas prendre de délibération sur ce sujet. C'est vous demander. C'est un courrier du maire qui est demandé. Cette formalisation peut être effectuée par tout moyen. Simple courriel, délibération. Ah, aux délibérations. J'avais pas vu. Mais on peut faire juste un courrier. Est-ce que globalement, il y a des gens qui s'opposent à ce mécanisme, qui seraient opposés au sein du conseil municipal, à ce qu'on dise OK pour la régularisation et Si tu dis OK, après tu as la liste des maisons. Non. Ah, comment on fait alors? c'est le principe qui t'est proposé. Eux, ils disent, on a identifié dans nos bases des maisons qui n'avaient pas le confort qu'on pense que des maisons ont aujourd'hui en France et dans votre secteur. Donc, on vous propose de les réévaluer. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a des maisons aujourd'hui qui sont toujours déclarées sans WC, sans salle de bain. Oui, c'est pour ça. Voilà. Alors, c'est pas cher, mais Est-ce que globalement, mais ça me paraît beaucoup. de ce que j'en 69. On voit que des petits quartiers, Je me pose la question, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient plutôt un avis qui serait de dire
que c'est pas judicieux de répondre à la DGFiP et de laisser traîner. De ce que j'entends de la discussion, on a plutôt un consensus à dire que ce serait équitable d'accéder à la demande du Trésor public. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer pendant sur ce sujet? La taxe revient à la commune ou pas? Ouais, la part communale qu'on a parlé là, le produit de la part communale, enfin, le produit supplémentaire pour la commune, c'est 3 600 euros. Ouais, Du coup, ces éléments de confort, ça va changer la base. je pense. C'est pas le taux. Le taux, c'est autre chose. Oui, le taux, c'est nous qui le fixons. Là, c'est Et le taux des autres, métro, département, tout ça, c'est autre chose. Là, on parle juste. Ils profiteront les autres organismes profiteront aussi de ce Oui, c'est la base qui change. Oui, je pense. Et les montants que tu dis, c'est ce qui reviendrait à la commune du C'est Sapin. le produit communal supplémentaire qu'ils ont calculé pour inciter les communes, je pense, un peu à le faire. Ils ont dit, voilà ce que ça représente, si vous dites oui. Le Ça veut métro dire et le que- département en profiteront aussi. Oui. Ça veut dire que les gens vont payer en fait plus que 64 euros de plus en moyenne. Ça, c'est les critères qui reviennent à la Ah non. Ah, c'est la part totale? En tout cas, les éléments que j'ai, c'est le produit communal supplémentaire, c'est 3 600 euros. Ensuite, l'information qu'ils me donnent, c'est l'augmentation moyenne de taxes foncières par habitation, c'est 64. Ouais. L'augmentation médiane de taxes foncières par habitation, c'est 50. Je pense que nous, on touche une partie de cette augmentation. C'est OK? Je fais Je le pense que courrier. celui qui a dit qu'il fallait la méthode pour râler, ça peut être utile de l'avoir. Eh bien, justement, on va regarder, ouais. Ouais. On l'a noté. Parce que là, De la trouver table quel de est- commission, Nous, on va communiquer en disant on dit qu'on était d'accord pour réévaluation des éléments de confort, et que si les personnes sont concernées, ils vont recevoir quelque chose. Et on va peut-être essayer de trouver le moyen qu'ils ont de contester pour l'indiquer. Bah, ils disent qu'ils ont mis toilette, mis salle de bain. La procédure, en gros, si ça te revient, auprès de qui tu réclames? C'est forcément écrit sur les courriers de Ouais. Et pour le coup, ils répondent au téléphone. Mais oui, même sur Non, mais c'est vrai. même si le site internet, C'est les impôts, moi, chaque fois que je les ai contactés, On mange pas de pain. On peut quand même redire qu'ils peuvent, ils peuvent porter De l'information, quoi. réclamation s'ils considèrent que c'est pas justifié les éléments. on n'en sait rien. Non, mais je veux dire, nous on décide de quelque chose, ça va impacter les gens, ils ont un droit de recours, on leur dit qu'ils ont un droit de recours. Il n'y a pas que les WC et les salles de bain, il y a les piscines. Ça, là, on est au niveau zéro, là, on est baissé ça dedans. En fait, je sais pas, c'est pas décrit. Les éléments de confort. Non. Yves, Et si on raisonne budget communal constant, rien ne nous empêchera de baisser les taux. oui. Tout à fait. Ça peut être apprécié. Produit de taxe foncière, 800 000 euros, je crois, à peu près par an. Pour le SAPEL, 600. C'est-à-dire que ça veut dire que quand tout le monde Pour le paye, pourcentage. tout le monde paye un peu moins. Tu veux dire que Répercuter ça sur 3 000 euros. Non, mais Tu ne vas même pas le voir, s'il te plaît. voilà. 3 600 divisé par 800 000, c'est ça que tu es en train de faire ou pas? Juste pour voir le pourcentage. 600. 600 000, c'est ça? Ouais, 4 sur Quoi que ce soit. 5%. et moins d'1%. Numéro 6, 6 pour 1000. 6 pour 2. On avance. Eh ben, on en reparlera lors du débat sur la taxe foncière. Donc, OK pour que je signe le courrier? Oui. OK. C'est parfait. Le dernier point qu'on avait, c'était la reconstruction de la mairie. Alors, il y a plusieurs choses qui se sont passées ces derniers temps sur la reconstruction de la mairie. Je vais dire les premières sur lesquelles j'ai un peu plus travaillé, puis ensuite toi, Jean-Louis. La première, c'était sur les éléments d'accessibilité qu'on avait discuté en conseil municipal. Donc, on a pris en compte tous les avis un peu qu'on avait. On a surtout été voir les guichets de financement que sont la région principalement, qui nous ont dit que comme le projet de l'accessibilité n'avait pas été inclus dès le départ, ils ne pouvaient pas refaire un dossier et donc nous refinancer sur l'accessibilité ensuite. On n'avait pas de capacité d'aller chercher du financement là-dessus. Mais qu'il aurait pu l'être. Hein? Ça avait été demandé donc. Oui,
Oui, oui. Si ça avait été intégré au projet, ça aurait été financé. Voilà. La deuxième chose, donc on a décidé de maintenir le projet dans sa version initiale, c'est-à-dire sans rendre le deuxième étage accessible. Est-ce qu'on parle des pierres apparentes, Jean-Louis? Parler des pierres apparentes. Donc, Ouais. quand la façade frontale a été dégagée, tous les gens qui sont passés devant ont eu une impression que c'était agréable à regarder. Presque été une généralité. Et donc, en commission d'urbanisme, on s'est posé d'ailleurs la question, des avis assez divergents, mais il y a un aspect, il y a un architecte qui disait que, en fait, c'était un bâtiment qui n'avait jamais été pierre apparente et que les mairies, les bâtiments officiels habituellement en chartreuse étaient crépus. Et il y en a un autre qui insistait sur qu'il y avait un potentiel de faire quelque chose de beau en travaillant comme il faut les pierres apparentes. Alors, personnellement, j'ai donc consulté les deux maçons, celui qui est en charge du lot et un autre maçon qui a un avis extérieur. Euh, alors, celui qui avait un avis extérieur, c'est sa spécialité, il disait qu'il y avait sans doute quelque chose à faire, qu'il y avait un surcoût. Et qu'il y avait des endroits où c'était un peu complexe, hein, parce que les pierres sont petites, mais il pensait que c'était traitable. L'autre maçon, lui, bon, il disait, de toute façon, c'est trop petit, si je commence à gratter pour travailler, les petites pierres vont tomber, donc il va falloir, je peux pas travailler partout, mettre de la pierre apparente partout. Après, on a regardé en détail aussi les tours de fenêtre, les linteaux. En fait, les linteaux sont métalliques. Donc, la question était de savoir qu'est-ce qu'on en faisait. Soit on les mettait en apparent, ce qui veut dire qu'il fallait gratter. Et si on grattait les linteaux, on changeait la taille des ouvertures. Et le truc, c'est que le menuisier a déjà pris ses mesures. Il a déjà commandé. Donc, en fait, il fallait qu'on fasse des linteaux quand même qui étaient, en faisant un peu de maçonnerie et qui étaient couverts. Donc, on allait vers quelque chose qui était un patchwork, avec sans doute des parties qui étaient belles. Après, il y a l'architecte conseil qui nous a dit, dans une lettre textuellement, qu'un bâtiment, il ne pouvait pas être fait par un patchwork de pierres apparentes, que ça, c'était à exclure. Donc ça, c'est les aspects techniques et esthétiques que j'ai. Après, il y a l'aspect financier. Donc, faire de la pierre apparente, c'est un léger surcoût, plus ou moins important sur la façon dont c'est fait sans doute. Mais il y a aussi les parties qui sont en béton. Et donc, ces parties en béton, pour faire quelque chose qui était esthétique, il aurait fallu sans doute les couvrir avec du bois. Et là aussi, c'était un surcoût. Donc, compte tenu de tous ces éléments, on a décidé de se tenir au permis de construire et à l'avis de l'architecte conseil, et donc en crépit, en enduit. Pardon. Mais on a quand même consulté des gens, on a écouté. Il y a l'article dans la Gazette. Pour expliquer ça. On a essayé, mais les archis n'ont pas voulu. Pardon? On a essayé, mais les archis n'ont pas voulu. C'est pas complètement ça, c'était qu'on s'est aussi engagé dans des lots de travaux et que là, ça modifiait assez fortement les contrats qu'on avait avec des entreprises. Donc, on aurait payé des pénalités, on aurait arrêté des commandes. Enfin, voilà, c'est un surcoût qui était important. Et non, mais le résultat, du point de vue esthétique, c'était difficile à faire quelque chose de bien. Voilà, il y a d'autres questions ou remarques sur ce point-là? On a beaucoup été interpellés et nous aussi, on a eu ce sentiment de voir les pierres et de se dire, c'est chouette. Voilà. On avait tous, entre guillemets, beaucoup envie de réussir à trouver une solution qui puisse rentrer dans le cadre dans lequel on était et dans le budget. Sinon, au niveau de l'avancement des travaux, la semaine prochaine, donc là, vous avez vu qu'ils ont commencé à mettre une sous-couche pour l'enduit de façade, du coup, donc on ne voit plus les pierres apparentes sur la façade qui donne sur la place. Ça va se continuer. La semaine prochaine vont être posées les menuiseries, donc toutes les fenêtres et les portes. Du coup, ça va
Ça va donner un autre aspect au bâtiment. Ensuite, ça va enchaîner. Le charpentier va revenir pour le balcon, la balustrade qui est au-dessus de l'entrée. Voilà, il y a l'étancheur qui va venir aussi sur l'avancée, l'esplanade qui est à côté de l'église. Aujourd'hui, on est en train de se dire que ça pourrait se finir à fin 2026 ou début 2027. Voilà. Quoi dire de plus? Pas grand-chose. On avance pour essayer de démêler des complexités entre bureaux d'études pour pouvoir prendre une assurance dommage-ouvrage. C'est une assurance qui nous permet de suppléer aux différentes assurances des entreprises pendant les années de la décennale. C'est quelque chose qu'on se dit qui est quand même intéressant à prendre pour un bâtiment et un investissement comme le nôtre. Ça a un coût, c'est de l'ordre de 10 à 15 000 euros par an, mais on considère que avec les architectes et les conseils qu'on a eus, que c'est une dépense qu'il faut faire pour se couvrir en cas d'aléas et de choses qui surviendraient durant la période décennale. C'est pas chacune des entreprises qui a une décennale? Si, mais en fait, le temps de faire jouer la décennale des entreprises, souvent c'est compliqué et long. Quand tu as une dommage ouvrage, c'est elle qui intervient directement pour te payer le sinistre ou te rembourser les choses, et ensuite elle va se retourner contre l'entreprise. Sinon, tu peux attendre plusieurs années avant d'avoir les 50 000 euros ou 80 000 euros que te doit l'entreprise au titre d'une. Mais du coup, on la prendrait pour 10 ans, Eh ben oui, si on la contracte, ouais, ce serait cool. Qui fait un coût entre 100 et 150 000 euros. Ouais. Ce qui fait plus de 10% du bâtiment. C'est différent. Bah, c'est les ordres de grandeur que j'ai eus. La La dommage ouvrage de l'ordre de 10 à 15 000 euros. Oui, c'est ça, 10 à 15 000 euros. Ouais. Et donc c'est de l'annuel comparé sur la durée de la décennale. Non, c'est one shot. Ah, C'est one shot. Ah, c'est one shot ça? Voilà, c'est one shot. Ah, tu ne devais pas l'inscrire. On la paye à réception du chantier et ensuite. Tu la souscrit si tu y arrives. Parce que Oui, oui. c'est ça qui est galère. Oui. Et ensuite, la C'est déco. le dernier chantier, c'est Groupama on l'avait pris sur l'assurance du bâtiment. Groupama. Oui. Mais c'est avec eux que ça a été là en ce moment, mais il manque toujours un papier. Quoi, ça. Ah, c'est qu'il manque des papiers. Ouais. Mais on est en train de solutionner le truc. Si c'est one shot, effectivement, c'est mieux. Facturation. Je n'avais pas l'info. Voilà. Et si, pour dire aussi que hier soir, du coup, on a été au comité d'audition de la subvention Leader, donc la subvention qui avait été engagée par la précédente municipalité pour avoir 50 000 euros sur la salle d'activité douce via le fonds Leader, qui est un fonds européen. Nous, on était dans la catégorie maintien de l'emploi en milieu rural, revitalisation des bourgs, entre guillemets. Voilà. Apparemment, notre audition s'est bien passée. On était avec Jean-Louis. Il y a eu un retour plutôt positif. On attend le comité de validation qui sera le 1er juillet. Voilà. Vous a posé un certain nombre de questions sur quel type d'activité, qui ça allait toucher. La question de l'accessibilité a été évoquée par le jury, notamment à destination des personnes un peu âgées qui peuvent être intéressées par des activités type gym et ce genre de choses. Donc, ils ont regretté qu'il n'y ait pas de solution. On a expliqué le contexte de la commune et la volonté qui a été la nôtre dans les futurs aménagements, de porter une attention particulière à l'accessibilité de nos bâtiments quand on fera des rénovations. Voilà. On devrait avoir confirmation début juillet si tout est validé. Il y a d'autres questions? Il me semble que récemment, tu as rencontré le député. Ouais. Vous avez abordé ce sujet d'accessibilité. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, lui, il trouvait que c'est une personne qui est en fauteuil, hein, donc il trouve que c'est très dommage qu'on n'ait pas pris ça depuis le début. Maintenant, bah,
que acté ça et il nous a demandé d'aller justement regarder si on pouvait trouver des subventions pour mettre le bâtiment a posteriori en accessibilité. Donc je lui ai fait un retour déjà du fait que on avait une réponse négative de la région. Lui, il m'a pas orienté spécifiquement vers des guichets, tu vois. Je lui ai demandé un peu, est-ce que vous savez vers quelle source de financement on pourra aller? Il n'avait pas énormément d'idées sur ce sujet. Voilà. Alexis? Oui, et si on pose les fenêtres la semaine prochaine, j'imagine que l'eau électricité va pas tarder à démarrer. Oui, Et enfin, se poser la question peut-être de voir avec la commission informatique ce qui était prévu dans le lot basse tension ah ouais. pour qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, parce qu'une fois qu'on aura mis les placos et tout, ce sera Ouais. compliqué de. Tu peux te rapprocher de Jean-Louis? Ouais, bah, déjà, j'ai oublié de te. T'avais demandé déjà? Mais je m'avais déjà demandé. Mais ça, je suis mineur. Ok. Mais bon, faut qu'on. Ouais, ou alors, on met en relation avec les architectes, tu lui passes le contact et Bah après, non, mais il y a Regardez, vraiment. dans les- Regardez, ça est prévu, c'est très bien. je sais pas si c'est détaillé Ah, si, c'est assez détaillé. Ouais. Par local, tu veux dire, et par besoin. Déjà tout. Et Bon. Moi, j'ai accès aux pièces du marché là. Oui, À la rigueur, il faut qu'on regarde les pièces du marché déjà en détail. il faut qu'on fasse ça ensemble, parce que tout seul, moi, je vais être. Oui. Bon, découvrira. Ok. Nicolas. Tu disais du coup un chantier début 2027. Le temps du déménagement après. En gros, l'installation réelle dans les locaux, elle serait quand? On n'a pas encore parlé avec les services de combien de temps ça prendra à tout migrer. Je pense à la bibliothèque. Oui, oui. J'ai aucune idée. Je dis que sur un mois, ça doit être faisable. Ce genre de... Est-ce qu'on commence à installer des choses et puis ensuite, peut-être sur... Même un mois, c'est peut-être long. Il y a un moment, il va y avoir un peu une rupture, je pense, d'accueil et de... Il va falloir peut-être une demi-semaine pour qu'à un moment on dit on transfère tout, on va dans la nouvelle et on revend tout et la poste est de fonctionnelle et tout ça. J'ai pas encore discuté de ça avec les services. Ce sera le premier mariage. Sur le perron en haut. Cool. Quand ça brûle, vous avez mis on a mis combien de temps Déménager pour déménager et... quelques jours, on va dire. Ouais, le plus long, c'était la Poste. Les services C'est la Poste, municipaux, c'était- ils ont ouvert le lundi. On On a avait ouvert lundi. On a ouvert lundi. Le transfert de la poste. C'est vrai qu'il y a eu plus de temps à- Ça Ça peut fait être loin du coffre, hein, pour avoir déjà fait des déménagements dans la journée. Chaque fois, c'était. Bon, Enfin, sur deux. Ouais, sais pas si on est- De toute manière, les gens ne peuvent pas les on est ouvert sur le mobilier. Enfin, il va falloir qu'à la rentrée, on se fasse un peu une petite liste de tout ce qu'il faut. Je ne sais pas si dans le marché, les aspects de mobilier, ils ont été. Non, il n'y a pas. Donc, par exemple, il faut. Et dans le budget 2026, il y a pas. Non, mais il y a tous les meubles n'existent pas. Après, il y en a qui sont stockés ailleurs, parce que c'est tout ici, mais il y a Normalement, il y on a peut pas reprendre et tout remettre. c'est pas le même plan, c'est les mêmes Besoin. de bureaux, de personnes. Ok. Bon, bah, du coup, voilà, ce sera peut-être plus rapide. Ils vont récupérer bientôt sans plus. Donc, normalement, il y en a plus qu'avant. Il y avait une table de conseil? Ouais, ouais. Dans la... Il y avait une grande table? Ouais, C'était des tables. Des tables blanches, tu sais, qui se plient. Ils s'accrochent les unes les autres. bascule là. Ouais. Oui, bah, je sais pas, elles sont Ouais, quelque part, celles-là. Il y en a de partout, hein, mais ça existe pas. Il va falloir repartir à la pêche de tout ça. Ouais, ouais. S'il n'y a rien qui a été jeté, donc. On a eu, il y a eu pas mal de choses qui avaient été récupérées, notamment des portes qu'on pensait récupérer. Donc là, le prochain conseil, vous verrez, la porte d'entrée de la mairie, on pensait la récupérer. Finalement, elle est toute tordue. Elle a un peu souffert du démontage et tout. Donc, on est obligé d'en reprendre une autre. La porte d'accès au sous-sol, là où il y avait avant la brasserie, le sous-sol là. Pareil, on l'avait gardé de côté, mais c'est du PVC qui a été cassé à un endroit, donc on ne peut pas le ressouder, on ne peut pas le réutiliser, donc on va en remettre une autre. Il y a deux, trois petits trucs comme ça qui font qu'on va devoir racheter des choses qui sont plus
complètement fonctionnels à penser les récupérer. Voilà. Et l'espace de la brasserie, ça va devenir quoi? Et ben, ça va être un garage à vélo pour les employés et je pense un petit lieu de stockage aussi de différents éléments parce que c'est assez propre dedans. Il y a du béton qui a été mis et puis il y a plusieurs silos, entre guillemets, on va dire, enfin plusieurs pièces ouvertes. Voilà. Il y a déjà pas mal de monde qui lorgne sur cet espace de stockage, donc on va le garder pour nous pour l'instant. Et les archives de la mairie, Les archives, je ne sais plus, elles Ils sont sont dans le dans le lycée, lycée. dans Ils sont le préau là-bas, après le ping-pong, là. Les coffres forts. Il y a l'archive qui est là. Voilà. Est-ce que c'est tout bon? La séance du conseil municipal. Oui, moi, c'est une petite question, c'est Ah. au niveau des graviers. Quand est-ce qu'elle passe la balayeuse? Ouais, donc ils nous ont dit c'est 2 à 3 semaines après le. Ouais. Ça y est déjà presque. Hein. Il faut au moins 2 semaines, non? Ouais, on va dire qu'on est on est à 2 semaines. Moi, je vois combien de fois les pompiers? Il y a eu, de recenser de ce qu'on m'a dit, il y a eu 2 accidents samedi dernier dans le virage à côté de l'impasse de la Vente, là, dont un assez grave. Enfin, assez grave. Une personne qui a cassé son casque et qui a. Voilà, c'est vraiment blessé. D'autres petits accidents aussi. Et des accidents, mais il n'y en a pas que 2, je pense. Toi aussi? Enfin, je suis tombé de mon vélo. Oui. Et on sait, Non, mais c'est de la merde. à cause des graviers. Oui, oui. C'est gratuit, un peu plus, sans pas de barrière. Pourquoi ils ont besoin de gravier, justement? Alors, c'est une technique d'entretien de la voirie qui est assez classique, qui consiste à mettre une sorte de pâte et ensuite des graviers et les voitures passent dessus et continuent de tasser et finissent le travail, entre guillemets. Et ensuite, c'est balayé de ce qu'ils disent 2 à 3 semaines après. Mais ils n'ont jamais été aussi généreux. Moi, c'est la première fois que j'en vois autant. C'est la première fois qu'on en voit autant. Il y en a un peu C'est la beaucoup. première fois qu'ils disent 2-3 semaines pour aller, parce que moi je hurlais pour qu'ils enlèvent tout, pas pilos, hein. C'était fait dans les quelques jours. Bah, c'est ce qu'ils nous ont dit. Moi, Non, mais c'est pas parce qu'ils disent ça. je sais pas, moi, je vais pas aller hurler sur les gens. Mais non, ça suffit. Moi j'ai été checké, alors je sais pas si ça a marché, d'autres s'ils nous ont appelé, là, sur les téléphones, là, ça a marché ce week-end. De quoi tu parles? Les appels de sécurité. Parce que moi j'ai eu le SAMU, le 15, le 112, j'ai eu la collection intégrale. Là. C'est ce week-end? Ouais. Eh ben non, on peut appeler. Enfin, moi, j'ai eu les pompiers qui m'ont appelé Ouais. et c'est tout. Pas le 15, le samedi, tout ça. Ouais. J'ai eu les pompiers. Ils m'ont expliqué ce qui s'était passé. Ils ont dit de faire quelque chose. On a rajouté des C'était un panneaux. numéro 112, c'était le CODIS. Non, c'était l'équipe des pompiers du sapin. Ah, oui, donc il y a un souci alors. Donc, ils ont encore dans ton Encore le numéro. numéro. Là, ils ont. Ouais. Je sais qu'ils ont appelé aussi Richard. J'ai eu Richard, j'ai eu la métro, j'ai eu tout le monde. Ok. Eh ben, écoute, je sais pas, il faut leur dire que. Je leur ai dit surtout d'aller voir la métro. Ben oui. Je vais au moins transmettre au CODIS mon numéro. Non, c'était fait. Donc nous, Et en fait, ils n'ont pas appelé. qui ça? Ils l'ont pas reçu, les numéros, là. Attends, Le fameux numéro de secours, là. le numéro à Saint-Élu? Ouais, ce que tu as envoyé, là. Bah, pour l'instant, j'ai pas encore communiqué à tout le monde. Ça se fait progressivement. Oui, c'est ce numéro-là qui marche. À Saint-Élu. Juste les graviers, moi, quand c'était enfin, pas loin de chez moi, je les récupère pour l'hiver. Quand c'est glacé, c'est super pour. C'est très utile en hiver. Oui, non, il faut ramasser aussi. Mais l'avantage, c'est qu'on a beaucoup moins de bruit de moto. J'habite le long de la ville. L'avantage, c'est qu'on a mangé plus sereinement. Il y a moins de vélos et plus de voitures aussi. Je pense qu'il y a eu ce samedi où il y a eu pas mal de gens qui roulaient à vélo. Ouais. Et là, j'ai rajouté 2 panneaux vraiment au sol pour matérialiser le truc parce qu'il y a des petits panneaux jaunes et qui étaient un peu en hauteur. Et quand on est à vélo, je pense qu'on les voit moins. Ils les mettaient tard, quoi. Elles ont pas eu Là, quand même, au-dessus de la zone où il y a, je vais regarder, il y a 3 panneaux jaunes, plus un gros panneau avant qui dit qu'il y a des gravillons. Et dans la descente, qui est la ligne droite, on passe déjà des premiers gravillons. Donc on voit qu'il y en a, il y a des panneaux. Et donc, pour arriver dans l'épingle à fond en ayant déjà eu des gravillons avant, il faut déjà être un peu. Casse-cou.
Mais bon, ça reste quand même quelque chose qui est. Ouais, mais il n'y a pas besoin d'aller à fond pour déraper. Là, Ces mecs sont dingues, hein, on paye C'est que scolaire. 80. Bon, bref, on va pas refaire le débat. Pour l'instant, il n'y a pas eu de nouveau. Je pense que c'est en train de se tasser. Les graviers aussi partent un peu de la voie progressivement. Voilà. Et sur un autre sujet, j'ai demandé pour les associations, les votes de subvention. Ouais, prochain conseil municipal. Septembre? Non, en juillet. En juillet. Ouais. Les assos ont fait leur demande. Elles avaient jusqu'au 12 juin. C'est bon. Donc, pour la visio et le conseil municipal, merci beaucoup. On va arrêter la visio et on va se donner à notre public de sortir. Hein? Oh, on a dit. C'est l'opportunité de faire en parler.